terminer la matinée sur plusieurs points tout à fait importants. Le premier, Vincent va nous parler de la problématique des PNDS. Alors, je dois ajouter tout de suite que, comme le disait Madame Chevrier tout à l'heure, en matière de PNDS, il y a le fond et la forme. Sur le fond, ce sont bien sûr les rédacteurs qui seront sollicités. Sur la forme, comme je le disais, c'est Madame Roy, pardon, je ne voyais pas, qui va avoir la mission avec Noël Cognard, donc sur Strasbourg, d'aider justement à cette mise en forme concernant ces PNDS et dont va vous parler Vincent. Voilà, donc on m'a demandé de faire rapide, mais ça va pas être difficile parce que donc Denis m'a demandé de vous montrer par A plus B que finalement rédiger un PNDS, c'est pas si difficile que ça. Donc j'ai repris la première page, une des premières pages de la filière, du site internet de la filière Orchid. Et effectivement, ces protocoles nationaux de diagnostic et de soins, ça a été demandé dès le premier plan national maladie rare 2005, renouvelé dans le deuxième plan, avec une méthode assez rigoureuse proposée à l'époque par la Haute Autorité de Santé. Et donc le PNDS, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un document qui a pour objectif d'expliciter aux professionnels concernés la prise en charge diagnostique, thérapeutique optimale et le parcours de soins d'un patient atteint d'une maladie rare donnée. Il a pour but d'optimiser et d'harmoniser surtout la prise en charge sur l'ensemble du territoire. Et donc la filière Orchid, comme l'ensemble des filières de maladies rares, a pour objectif prioritaire de faciliter la production de nouveaux PNDS. Donc, pour rédiger un PNDS, ce qui est recommandé quand même, c'est d'essayer de prendre des groupes de maladies rares, mais pas si rares que ça, pour lesquels il y a un consensus, ou tout du moins des recommandations, éventuellement des recommandations internationales déjà publiées. Ce PNDS, je vous rappelle, ça doit servir de référence, c'est important pour les patients, pour l'association des patients, parce qu'il y a toute une partie sur le parcours de soins. C'est aussi important pour le médecin traitant, voire même le spécialiste, parce qu'effectivement, comme on l'a beaucoup souligné dans la matinée, certains néphrologues adultes ne connaissent pas sur le bout des doigts, comme les néphrologues pédiatres, certaines maladies rénales rares, et c'est important effectivement qu'ils puissent avoir un document. Et puis un point aussi très important dans les PNDS, c'est pour ça que dans le centre de référence syndrome néphrotique idiopathique, ça nous avait semblé important de rapidement rédiger ces PNDS, c'est qu'il y a certaines spécialités pharmaceutiques qui, on le sait dans le cadre des maladies rares, sont utilisées, pas dans le cadre d'une AMM, et ça permet effectivement, en mentionnant cette mention, comme quoi ça n'a pas l'AMM, que le produit puisse éventuellement être remboursé pour les patients. Alors, pour vous aider à la rédaction d'un PNDS, la Haute Autorité de Santé, donc comme c'était voulu initialement par le plan maladie rare, la Haute Autorité de Santé a élaboré un document qui permet de nous aider pour l'élaboration des PNDS. Donc j'ai pris quelques chapitres. Ce qui est important, c'est choisir une maladie ou un groupe de maladies, et puis surtout, tout de suite, essayer d'identifier un ou deux responsables, coordonnateurs, qui vont s'entourer d'un groupe de travail multidisciplinaire qui doit comprendre des médecins, bien sûr, dans le cadre du centre de référence, éventuellement les centres de compétences. Et puis, il est aussi judicieusement proposé de faire participer aussi les sociétés savantes, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans un centre de référence qu'on est expert en tout. Et je pense que si on veut que ce PNDS soit diffusé et puis soit lu avec intérêt par nos collègues néphrologues adultes, il est important aussi de faire participer les sociétés savantes. Donc, la finalisation, donc le rôle du coordonnateur, c'est le groupe de travail. Il y a une déclaration d'intérêt qu'il faudra envoyer à l'HAS. Il faut contacter l'HAS qui va s'assurer in fine de la diffusion du PNDS. Donc c'est ce que je viens de dire un petit peu auparavant, c'est-à-dire inclure effectivement des médecins membres des centres de référence, pas uniquement des médecins, ça peut être aussi des infirmières, des assistantes sociales, les associations de patients, puisque dans la première rédaction du PNDS, les associations de patients avaient fortement participé à l'HAS, à la rédaction du premier PNDS sur le syndrome néphrotique. Et puis pour toutes les maladies rénales rares pour lesquelles il est envisagé une transition, on en a beaucoup parlé ce matin, de la néphrologie pédiatrique vers la néphrologie adulte, il est important aussi de pouvoir constituer le groupe de travail à la fois avec des néphrologues adultes et des néphrologues pédiatres. Donc voilà, ça c'est le résumé. Donc le coordonnateur, envoi de déclaration d'intention à la HAS, identification, sélection, analyse de la littérature, c'est ça une grosse partie du travail, c'est la recherche bibliographique, réunion du groupe de travail multidisciplinaire, qui va proposer un document à l'HAS qui finalement le mettra en ligne et qui sera disponible à la fois pour les patients, pour les médecins, dans une rubrique des ALD.
Donc comment se constitue un PNDS? Donc il y a plusieurs parties. La première partie, généralement, c'est le diagnostic et l'évaluation initiale, où on est censé répondre à un certain nombre d'objectifs, les professionnels impliqués, les circonstances de découverte. Donc ça inclut les diagnostics moléculaires, les diagnostics biologiques, anatomopathologiques, évaluation de la sévérité, extension de la maladie, les comorbidités, le pronostic, et puis toute une partie sur la prise en charge thérapeutique, qui est une partie très importante, avec là encore les professionnels impliqués, les prises en charge thérapeutiques qui peuvent être pharmacologiques ou autres, et puis toute la partie aussi parcours de soins, éducation thérapeutique. Et la dernière partie importante dans ce PNDS, c'est le suivi, avec là encore les professionnels impliqués, etc. etc. Alors, je me suis un petit peu intéressé au PNDS, j'étais sur le site de l'HAS pour voir un petit peu où en étaient justement ces PNDS. Madame Chevrier a dit tout à l'heure qu'on avait un petit peu de retard, donc il faut bien délimiter 2 périodes dans l'élaboration des PNDS. La première période, c'est le premier PNDS, en fait, excusez-moi, il n'apparaît pas ici, mais c'est le PNDS sur la mucoviscidose qui avait été fait dès début 2007 ou fin 2006. Et en fait, cette première période qui a permis la rédaction de 50 PNDS, il y avait un accompagnement de la HAS. Et effectivement, quand nous, on a fait nos 2 PNDS pédiatriques et adultes, on avait une aide relativement importante, logistique de la HAS, notamment pour pouvoir se réunir. On s'est réunis plusieurs fois avec les experts néphropédiatres, néphro-adultes et les sociétés savantes. Et puis, depuis fin 2012, effectivement, la Haute Autorité de Santé va certes pouvoir diffuser vos PNDS, va recevoir les déclarations de conflit d'intérêts qu'elle mettra sur le site. Par contre, il n'y a plus aucun accompagnement. Donc, c'est un petit peu au centre de référence, éventuellement avec l'aide des filières, de s'organiser eux-mêmes pour pouvoir réaliser ces PNDS. Ce qui fait qu'au total, la semaine dernière, il y a 77 PNDS qui ont été établis et qui concernent donc différents groupes de maladies. Et en tout, il y en a 82, mais 77, puisqu'il y en a 5 compte tenu des avancées thérapeutiques qui ont été actualisées à ce jour, dont les 2 PNDS sur le syndrome néphrotique. Donc ces 2 PNDS, ils avaient été élaborés dès avril 2008 et diffusés en 2008. Donc il y a un PNDS spécifiquement dédié à la prise en charge du syndrome néphrotique de l'adulte, et un autre PNDS qui avait été élaboré avec l'aide des néphropédiatres sur la prise en charge du syndrome néphrotique idiopathique de l'enfant, puisque comme vous le savez, il y a des petites particularités en fonction des 2 maladies. Alors pourquoi un PNDS en 2008? Parce que c'était une de nos priorités dans le cadre du centre de référence syndrome néphrotique, surtout voulu de la part de l'association de patients. Donc ça a sûrement facilité la tâche que dans le cadre du centre de référence syndrome néphrotique, ça concerne qu'une seule maladie, le syndrome néphrotique idiopathique, qui a une association de patients, comme vous le savez, qui est fortement impliquée dans cette pathologie, la MSN, et donc vraisemblablement ça a facilité la tâche pour la rédaction. Alors en pratique, comment ça s'est passé? Il y a eu 3 réunions à la Haute Autorité de Santé, qui a permis d'apporter une aide logistique avec un remboursement notamment des frais de transport. Donc une première organisation qui a consisté à répartir les tâches, effectuer la recherche bibliographique, une seconde pour l'état d'avancée et une troisième pour la synthèse des experts, valider le document final qui a pu être diffusé en 2008. Donc il y avait dans le groupe de travail des néphrologues adultes, des néphrologues pédiatres, mais comme vous pouvez le voir aussi, l'association de patients, des représentants de la Haute Autorité de Santé, des médecins généralistes, etc., etc. On avait essayé de faire le plus large possible. Et puis en 2013, on a pensé que compte tenu des avancées thérapeutiques qui ne sont pas majeures mais qui existent quand même, et comme notre premier PNDS notamment n'avait pas inclus ni le MMF ni le rituximab, il nous a semblé important de réactualiser ce PNDS pour inclure éventuellement les nouveautés thérapeutiques et pouvoir faire apparaître ces nouveaux médicaments dans la prise en charge du syndrome néphrotique. Alors là, on a procédé un petit peu différemment. Le travail était en grande partie facilité parce qu'on avait déjà fait un premier PNDS, et puis là, on a voulu vraiment essayer de faire participer tout le monde. Donc il a fallu un coordonnateur, et le coordonnateur a contacté les présidents des sociétés savantes, à la fois néphrologie adulte et pédiatrique, à l'époque Georges Deschênes, puis Christine Pietremont, Bruno Moulin et Christian Combe. Et on a constitué un groupe de travail avec des praticiens, certes issus du centre de référence, mais on a essayé aussi de s'ouvrir un petit peu aux sociétés savantes et faire participer des médecins qui, certes, n'étaient pas forcément spécialistes dans le cadre du syndrome néphrotique, mais il nous semblait important qu'ils puissent, compte tenu de la problématique quotidienne, qu'ils puissent aussi avoir un droit de regard et puis nous avoir un retour sur la constitution du document final. Donc, à la fois pour la néphrologie adulte et la société de néphrologie pédiatrique, d'autres praticiens qui n'étaient pas
inclus à première vue dans le centre de référence, ont accepté de participer à la rédaction des PNDS. Donc pour ce qui est du syndrome néphrotique idiopathique de l'adulte, on a constitué des groupes de travail, un groupe sur le syndrome néphrotique à lésion glomérulaire minime, un groupe sur l'HSF, un groupe GEM, un groupe récidive. Donc on s'est aidé du document existant, chaque groupe a actualisé sa partie, la plupart des échanges, on a eu une réunion physique, on a profité de la Société française de néphrologie pour se réunir une fois pour un peu se mettre en ordre de marche. Chaque groupe a actualisé sa partie en prenant comme référence le PNDS de 2008. Et puis après, la plupart des échanges se sont faits par mail avec le manuscrit final qui a été envoyé au coordonnateur pour une relecture finale. On a fait une validation à l'ensemble des experts, puis on a pu diffuser les documents à l'HAS qui ont été diffusés en 2014. Donc il nous a fallu à peu près entre le moment où on a décidé de réactualiser le PNDS et la diffusion, avec tous les échanges, il nous a fallu à peu près 8 à 10 mois. Pour ce qui est de la partie pédiatrique, ils ont fait les choses encore plus sérieusement, puisqu'il y a un groupe de travail au sein de la Société de néphrologie pédiatrique qui est spécifiquement dédié à la prise en charge du syndrome néphrotique. Il y a une réflexion importante qui s'est mise en place et j'ai la chance de pouvoir participer à ce groupe de travail qui est composé d'un certain nombre de praticiens. Et eux, effectivement, ils avaient fait une première réunion où ils avaient tout à fait admis qu'il était important d'actualiser avec comme coordonnateur le professeur Étienne Bérard de Nice. Et donc, ces deux groupes de travail ont permis la réactualisation en novembre 2014, un peu plus tardivement pour les pédiatres en avril 2016, mais le plus important, c'est que effectivement, ces deux PNDS aient pu être réactualisés compte tenu des avancées thérapeutiques, parce que je vous rappelle qu'un certain nombre de médicaments, même la quasi-totalité des thérapeutiques utilisées dans le syndrome néphrotique, n'ont pas l'AMM. C'était important pour nous de les faire apparaître. Et puis il y a aussi effectivement toute la partie sur le parcours de soins et l'éducation thérapeutique. Donc en pratique, si je pouvais donner quelques conseils pour l'élaboration des PNDS futurs dans le cadre des maladies rénales rares, je dirais qu'il faut cibler une maladie pour laquelle il existe déjà, si possible, des recommandations internationales ou tout du moins quelques consensus. Ce n'est pas la peine de partir sur une maladie rénale trop rare pour laquelle les opinions des experts sont vraiment très divergentes, parce que in fine, le but c'est de trouver un texte consensuel, même si on peut effectivement imaginer que pour un certain moment dans la prise en charge, on puisse envisager plusieurs prises en charge thérapeutiques différentes. Il faut un groupe de travail pas trop étoffé, mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir des médecins qui soient motivés. Je conseille de travailler par binôme ou trinôme pour les différents sous-chapitres, se partager les tâches avec nomination rapide d'un coordonnateur ou deux coordonnateurs. Et puis je pense qu'au début, il faut au moins prévoir une réunion physique, entre guillemets, lors de l'initiation. Et après, on peut, par échange de mails, avancer assez largement. Et donc, pour ce qui est un petit peu du délai entre le moment où on décide de faire le PNDS et son élaboration finale avec la diffusion sur le site de la Haute Autorité de Santé, je pense qu'il faut compter, en fonction du degré de motivation et puis des données déjà qui existent sur la pathologie, entre 6 et puis, je dirais, X mois, voire plus, en fonction de la pathologie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Vincent. Donc c'était pour bien prouver que c'est faisable. Même si c'est pas simple, que la filière a un rôle d'aide, encore une fois je me répète, et que en termes de logistique et de fond, de fond, c'est pas la filière, mais la forme, elle est là pour aider, et je pense qu'elle peut le faire. Je sais que dans la labellisation qui est en cours, chaque centre a potentiellement proposé un ou des PNDS. Ce serait intéressant et tout à fait important de les regarder de près et de voir dans quelle mesure, encore une fois avec Madame Roy et avec Noël Cognard sur Strasbourg, comment aider à faciliter ces rédactions. Ça nous est demandé et je pense que les PNDS, les 82 PNDS, 77 finalement qui existent, je ne sais pas si on a évalué vraiment leur utilité sur le plan pratique, mais je pense que beaucoup de médecins s'en servent au quotidien. En tout cas, je peux l'imaginer.